Il y a toujours un grand but dans la vie, et ce but est de se réconcilier avec l'absence de but. Sommes-nous en tant qu'êtres humains libres et avons-nous un libre arbitre? Alors, sommes-nous des automates? Est-ce la première question? Oui, c'est ce que la plupart d'entre Oui. nous sont. N'est-ce pas? Nous avons un grand intérêt à affirmer qu'il y a quelque chose de spécial à notre sujet. Qui a dit la forme ultime de la vie? Je veux dire, les êtres humains ont dit qu'ils sont la forme ultime de la vie. Oui, les êtres humains se considèrent comme... Avons-nous consulté les cafards? Est-ce qu'on l'a fait? Comme tout semble absurde, non. Comme si nous étions sur un rocher qui tourne autour d'une étoile. C'est alors que vous dites « Oh, c'est tellement absurde et dénué de sens ». Mais lorsque vos désirs sont satisfaits, le monde devient très significatif pour vous, n'est-ce pas? Si vous êtes libre, alors vous êtes libre de tout but. Mais vous n'êtes pas libre. Vous n'obtenez que des aperçus de liberté intermittente. Et comme vous l'avez dit, si nous continuons, il faut continuer à nous remettre en question, non? Il est donc tout à fait possible que de grandes choses se fassent apparemment, mais elles proviennent toutes de quelque chose de très très petit. Ne soyons pas prédéterminés à arrêter le mouvement de ce monde. Mais ne pouvons-nous pas au moins enquêter sur son origine? S'il vous plaît, dites-moi. Bonjour monsieur, je suis Siddharth du département de génie aérospatial. J'ai une question sur la vie qui est en deux parties. La première partie est les êtres humains et autres organismes vivants sont-ils similaires à un robot organique qui suit des instructions du matériel génétique et tout leur but est de suivre cette information génétique et protéger cette information génétique? Et la deuxième partie est, sommes-nous en tant qu'êtres humains libres et avons-nous un libre arbitre et est-ce que nous suivons les instructions de nos gènes? Et y a-t-il un but à la vie si il est vrai que nous sommes juste... Un par un. Parce que chacun de ceux-ci demande une semaine pour répondre. Donc juste le premier. Premier d'abord. Alors sommes-nous des automates? Est-ce la première question? Oui. Oui, c'est ce que la plupart d'entre nous sont. Ne sommes-nous pas? Ne sommes-nous pas? N'est-ce pas? C'est pourquoi j'appelle l'intelligence artificielle la prochaine espèce dans le cours de l'évolution. Nous avons un grand intérêt à affirmer qu'il y a quelque chose de spécial chez nous. Mais il n'y a rien de spécial chez nous. Nous aussi, nous sommes juste des machines faites de matière. Et c'est pourquoi vous êtes souvent surpris lorsque une IA compose un beau poème romantique. Et ça vous touche plus profondément que n'importe quoi que vous avez écrit ou qui a été écrit pour vous. Et vous savez très bien que ça vient d'une machine et c'est arrivé en 8 secondes chrono. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous aussi, nous sommes un système. Nous aussi, nous ne sommes qu'un système. Et ce système, au cours de l'évolution, a maintenant donné naissance à un autre système que vous appelez intelligence artificielle. Mais l'appeler artificielle est juste de la vanité. Nous aussi, nous sommes tout aussi artificiels. Nous ne voulons pas appeler celui-là artificiel. Nous voulons appeler celui-ci réel. Donc c'est de l'intelligence réelle, c'est artificiel. Désolé, monsieur? Non? Si c'est artificiel, cela aussi l'est. Il n'y a presque pas de différence. Ce sentiment que nous portons, ce sentiment n'est qu'un produit de notre constitution physique. C'est tout. C'est tout. Une question de suivi. Si nous considérons tous les êtres vivants ou organismes comme les différentes espèces qui sont dans une course et que l'information génétique est quelque chose qui veut avoir un robot parfait qui est meilleur pour protéger ou transmettre cette information. Donc, si nous considérons que les êtres humains sont très intelligents, mais nous ne sommes pas très forts en termes de résister à la vie comme défi physique,
Par exemple, nous ne pouvons pas supporter une température aussi élevée. Considérez une forme de vie appelée tardigrade. Elle peut supporter des températures très élevées, même le rayonnement spatial, mais nous ne sommes pas aussi forts physiquement. Alors, comment pouvons-nous dire que les êtres humains sont la forme ultime de vie et nous pouvons aller avec... Mais qui a dit forme ultime de la vie? Je veux dire, les êtres humains ont dit qu'ils sont la forme ultime de la vie. Les êtres humains se considèrent comme... Avons-nous consulté les cafards? L'avons-nous fait? Pour vous-même, par vous-même, sur vous-même, vous pouvez déclarer n'importe quoi. Je suis l'homme le plus beau jamais né. Ainsi, selon vous, qui remportera cette course? Voyez, il n'y a aucune victoire dans tout cela. Il n'y a que la matière qui joue son propre jeu, n'est-ce pas? Il vient de la Gita. C'est juste Prakriti. Et comme ils le disent, les trois gunas qu'il a font ce que leur nature matérielle est. Même quand vous dites qu'ils sont dans une course et que l'un d'eux essaie de gagner, vous avez utilisé de telles métaphores. Vous attribuez des caractéristiques humaines à quelque chose qui n'a pas d'intention. Tout comme vous savez, lorsque le ciel s'ouvre et que la goutte tombe, cela arrive simplement à cause des lois matérielles de la Prakriti. Mais vous voulez lui donner une intention humaine. Ainsi vous dites, vous savez que le nuage était amoureux de la terre et que, sous la forme de la goutte, il a envoyé un messager. Non, tout cela relève de votre imagination. Vous introduisez inutilement un drame humain là où il n'y en a pas. Donc, personne n'est en course et personne ne veut gagner. C'est juste du matériel qui fait son truc. La race, etc., nous le faisons. Parce que cette chose appelée Ahankar, l'ego que nous avons, qui porte une prakriti d'incomplétude, et parce qu'il est incomplet, il veut donc saisir quelque chose. Mais c'est quelque chose que je veux saisir, c'est quelque chose qu'il veut aussi saisir, car nos constitutions sont assez similaires. Et comme nous voulons tous les deux avoir cela, alors vient quelque chose appelé une course ou une compétition. Donc, cela s'applique à cette forme matérielle particulière, cette forme. Cela ne s'applique pas aux électrons ou aux protons ou aux gouttes ou quelque chose. Bien que nous aimions le dire ainsi. Parce que nous voulons croire que tout fonctionne comme nous le faisons. Parce que nous sommes au centre de l'univers. Mais ce n'est pas ainsi que les choses sont. En fait, ce n'est pas que tout fonctionne comme nous le faisons. La bonne manière de le dire est que nous fonctionnons comme tout le reste. Tout comme un électron est attiré par le noyau, n'est-ce pas? De même, le spermatozoïde est attiré par l'ovule. L'homme est attiré par la femme. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'attraction matérielle vient en premier. Vous devez dire, tout comme l'électron se précipite vers le proton, de même celle-ci se précipite vers cela. Cela doit venir en premier. Mais à la place, ce que vous voulez dire, c'est tout comme j'ai un grand amour sensible pour quelqu'un, de même, le nuage a un grand amour pour la terre. Non, non, c'est une inversion de la réalité. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Arkaraj Barali. Je suis étudiant en master de technologie. Il y a 1 an, je travaillais très dur pour entrer dans cette école. Mais après avoir été accepté, je me sens un peu comme « quel est l'intérêt, n'est-ce pas? » Comme si tout semblait absurde, n'est-ce pas? Nous sommes sur un rocher qui tourne autour d'une étoile et il y a 1 million d'autres étoiles dans notre propre galaxie. Et il y a aussi 1 million d'autres galaxies. Alors, comme je m'enfonce dans ce terrier de lapin, je finis par me sentir petit et insignifiant. Alors, comment trouver un sens à cette absurdité? Ou est-ce vraiment nécessaire de trouver ce sens? La question doit à nouveau être inversée. Votre problème n'est pas un manque de sens, mais plutôt un excès de sens.
Votre problème est que vous vous voyez petit et sans signification seulement par intermittence. Vous vous accommodez de l'absurdité ou vous vous retrouvez face à elle, seulement de façon épisodique, surtout dans les moments de défaite, de frustration. C'est alors que vous dites « Oh, c'est tellement absurde et dénué de sens ». Mais lorsque vos désirs sont comblés, le monde devient alors très significatif pour vous, n'est-ce pas? Donc, votre problème n'est pas que vous avez la moitié du sens et que l'autre moitié manque. Votre problème est que vous portez encore inutilement une demi-sensation de sens. Il n'y a pas de sens. Ce que vous dites doit être continuellement rappelé. Vous n'avez pas d'existence distincte de l'univers. L'ego essaie de créer une division. Il veut dire ceci contre cela. Il y a moi, l'observateur et l'expérimentateur de l'univers. Et il y a l'univers. Donc il y a deux. Mais quand vous voyez que l'univers est juste tellement grand, tellement grand, tellement grand, tellement grand, tellement grand, alors votre rôle en comparaison tend vers zéro. C'est une façon de voir qu'il ne peut y avoir de dualité. Parce que même si vous voulez insister sur le fait qu'il y en a deux, l'un est ridiculement plus petit par rapport à l'autre. Dire qu'il y en a deux alors que l'un est infiniment grand et l'autre est comme une nano-fraction d'un grain de sable. Cela n'a aucun sens. Donc cela aussi vous rapproche de la non-dualité. Même s'il y en a deux, l'un est si petit qu'il ne doit pas être compté du tout. Et quand vous voyez que les deux n'existent pas, il n'y en a qu'un, alors tout sens personnel s'évapore. Le sens devient insignifiant. Quel sens pouvez-vous avoir? Même s'il y a un sens, le sens appartient à l'astitva, à l'existence, à l'univers. Cela ne vous appartient pas, car vous n'êtes personne. Vous devez rester en contact continu avec cette réalité brute. Et plus le contact est profond et continu, plus votre liberté est grande et continue. Maintenant, vous n'avez pas besoin de chercher le sens de la vie. Désormais, votre tâche est de remettre en question les significations que vous portez. Il y a toujours un grand but dans la vie. Et ce but est de se réconcilier avec l'absence de but. Vous aurez toujours un grand sens dans la vie. Et ce sens sera d'approcher l'absurdité. Ce sera le sens final. Pourquoi j'existe? Pour voir que je n'existe pas. Quel sens porte mon moi? Cela signifie que cela n'a pas de sens. Quel est le but de cette vie? Voir que la question est absurde. Si vous êtes libre, alors vous êtes libre de tout but. Mais vous n'êtes pas libre. Vous n'obtenez que des aperçus d'une liberté intermittente. Ainsi, votre tâche alors, c'est de porter un sens, un but, assurément. Et c'est de continuer à vous remettre en question parce que ce moi, cet ego est un ensemble de sens et de buts, de croyances et d'espoirs et de désirs consécutifs. C'est ce que l'on est. Et le travail de quelqu'un est de continuer à se poser des questions. Quelqu'un dit, ouais, le sens de la vie est l'amour. Et vous vous demandez, qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelqu'un dit, le sens de la vie est la responsabilité. Demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie? Vous devez questionner toutes ces choses. Jusqu'à ce qu'il reste
Et tant que vous restez, une partie de ces choses restera. Donc maintenant, vous avez un but pour toute votre vie. Alors, comme le spiritualisme, la religion, ces discussions philosophiques que nous avons tous, ce ne sont que des mécanismes de défense pour nous? Évidemment. Vous voyez, la vraie sagesse n'est pas du tout d'avoir une pensée, une idée, un concept, parce que nous sommes déjà très pleins de pensées, d'idées, de concepts. Il n'y a personne qui en soit vide. En fait, nous débordons. La sagesse consiste alors à remettre en question ce que vous avez déjà. Il ne s'agit pas d'acquérir plus. Ce n'est pas de la connaissance au sens conventionnel. La connaissance est additive, cumulative. Et la sagesse est négative. La connaissance est accumulation et la sagesse est démolition. Alors, la vraie sagesse ou philosophie ou spiritualité, ce serait marqué par sa capacité à nettoyer, soulager, supprimer et libérer de l'espace interne. C'est la marque de la vraie sagesse. Vous ne pourrez pas sortir et dire « c'est ce que j'ai appris ». Au lieu de cela, vous sortirez et direz « oh, je me considérais comme un gars instruit quand je suis entré. Mais je sors un peu soulagé de mon apprentissage. Je sors débarrassé de mes connaissances. » Mais comme vous l'avez dit, si nous continuons, nous devons continuer à nous remettre en question, n'est-ce pas? Continuellement. Mais si tout le monde fait ça, alors la société s'effondrera, ne pensez-vous pas? Non, vous voyez comment exactement? Vous voyez ce que vous appelez chacun a sa croyance en son centre. La croyance est le moteur de toute action individuelle et sociale. Regardez chaque chose que vous avez faite depuis ce matin. Dites-moi une seule chose qui ne procède pas d'une croyance. Alors, quand vous agissez continuellement, à partir d'un point de vue de croyance ou de but, qui sont tous très artificiels, très empruntés, très creux et faux, si vous agissez continuellement à partir de ce point, pourquoi ne pouvez-vous pas continuellement questionner ce point? Je vous le demande, n'est-ce pas censé pour examiner de près votre propre moteur? Parce que c'est le moteur qui alimente vos décisions, vos mouvements, vos actions, tout. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter pour se remettre en question. Le fait est que, de toute façon, vous êtes déjà en mouvement. Qui s'est arrêté ne serait-ce qu'une seconde? Personne ne peut s'arrêter. Tant que vous êtes en vie, il y aura du mouvement. Et puisque le mouvement est continu, ne devriez-vous pas être continuellement en contact avec la source du mouvement? Et quand vous regardez la source du mouvement, vous vous demandez, vous êtes surpris. C'est de là que je viens? Un projet si vaste que j'entreprends, socialement respectable. Mais tout cela découle de un point si mesquin, un point si sombre. Regarde la Seconde Guerre mondiale. En fait, la recherche scientifique mondiale et le développement technologique ont bénéficié d'un énorme coup de pouce à cause de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de systèmes, pas seulement des systèmes militaires, des systèmes civils, même des systèmes médicaux que nous voyons aujourd'hui, doivent leur existence, au moins leur commencement, à la Seconde Guerre mondiale. Les missiles balistiques intercontinentaux que vous avez aujourd'hui sont en fait juste les arrière-petites filles de la fusée allemande V2.
De grandes choses se passaient. L'Union européenne que vous voyez aujourd'hui avait en fait déjà été unifiée par Hitler en 1941. Nous avons mis encore 80 ans pour former l'UE. Si vous regardez le territoire de Hitler en 1941, cela correspond à peu près à l'UE d'aujourd'hui. Vous regardez la zone capturée, vous regardez le mouvement militaire, regardez plein de choses formidables qui se passaient. Et qu'est-ce qu'ils étaient venant de un point très sombre, un point très sombre, un point très sombre chez Hitler, à un point très sombre dans la conscience nationale allemande. Sombre et mesquin, même pas complexe. Quand c'est mis devant vous, vous vous demandez, c'est de là que tout cela a surgi. Cette petite chose insignifiante, c'est ce qui a donné naissance à tout ça. Il est donc tout à fait possible que de grandes choses soient apparemment faites, mais qu'elles proviennent toutes de quelque chose de très très petit. Quand vous dites « Oh, le monde s'arrêtera », si le monde continue et fonctionne depuis une petite grotte sombre, pourquoi ne pas vérifier son mouvement? Ne soyons pas prédéterminés à arrêter le mouvement de ce monde, mais ne pouvons-nous au moins enquêter sur son origine? Dites-le-moi s'il vous plaît. S'il te plaît, dis-moi. Ne soyez pas si impressionnés par le monde. Oh, mais le monde bouge. Le monde bouge. Les armées allemandes marchent. Et alors? Cela devrait vous impressionner? Le genre de machine à tuer. Hitler a fabriqué quelque chose qui n'a jamais été vu avant ou après lui. Alors, devriez-vous être impressionné? Tout cela venait de un point vraiment, vraiment mesquin. Pourquoi devriez-vous être impressionné? Et encore, cela ne signifie pas que nous devons freiner brusquement et dire « Non, arrêtons cette machine tout de suite ». Cette machine, c'est la vie, car être humain, c'est être en mouvement. La machine avancera. La question est d'où? D'où? Pourquoi pensez-vous que la sagesse signifie arrêt ou famine? Ou bien une subjugation? Car c'est la superstition commune que vous portez. Si vous êtes sage, puis vous vous arrêterez, puis il n'y aura aucun mouvement. Mais vous voyez, ce que vous insinuez, ce que vous dites, c'est qu'il ne peut y avoir de mouvement que dans la stupidité. Si c'est comme ça, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous avons souvent peur de la sagesse. Nous disons, si nous sommes sages, que se passera-t-il avec le PIB? Cela signifie que le PIB doit nécessairement provenir de la stupidité? Vraiment? Pourquoi cela doit-il être ainsi? Non, la sagesse ne signifie pas mourir de faim. La sagesse ne signifie pas non plus fossilisation et toutes les images effrayantes que nous portons. Nous allons bouger, nous allons agir, la science avancera. Et la science se transformera en technologie. Mais pourquoi tout cela ne peut-il pas venir d'un endroit illuminé à l'intérieur de l'être humain? Est-ce si difficile ou trop demandé? Donc, tout bien considéré, j'ai compris que il s'agit de manœuvres incessantes et d'enquêtes constantes sur nos actions et tout ça. Et il y a à la fois une peur et de l'excitation là-dedans, je pense, parce que c'est comme 24 heures sur 24 maintenant. Vous ne pouvez pas manquer une seule seconde où... Vous voyez, je veux approuver ce que vous dites, mais il y a un grand problème.
Maintenant, cela va devenir une croyance. Et le truc avec la langue, c'est que les mots sont creux et nous les remplissons avec nos propres significations. Alors, quand j'ai dit enquête et quand j'ai dit mouvement incessant, peut-être que ce n'est pas exactement ce que vous comprenez. Vous allez remplir ces mots et les colorier à votre façon. Donc oui, je voudrais soutenir vos paroles, mais deux problèmes. Les mots ne sont pas le but. Et ensuite, les significations sont toujours subjectives. Alors faites attention. Merci. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Etana Dutta, je viens du nord du Bengale. Je suis en contact avec Acharyaji depuis 3 ans grâce à YouTube. Comme d'abord, j'ai commencé à l'écouter à travers des vidéos YouTube. Plus tard, je l'ai rejoint dans les sessions de Gita depuis environ 3 mois, 3 à 7 mois ça fait. Et je dois dire que tout ce qu'il enseigne est très révélateur pour tout le monde. Je recommanderais à tout le monde de l'écouter d'abord parce que chaque mot, son choix de mots, la façon de présenter les dohas qu'il choisit explicitement pour chaque sujet, ils sont juste fascinants et ils sont juste magnifiques. Et je pense qu'avec ces dohas, on peut facilement se connecter au sujet et c'est une belle expérience avec Acharyaji. Je pense que la génération d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance de l'avoir avec nous ici. Je demande humblement à tout le monde de l'écouter. Suivez-le, s'il vous plaît. Rejoignez le Gita Samagam et vous vivrez une expérience extraordinaire avec lui. Vous apprendrez beaucoup. Plus qu'apprendre, vous allez désapprendre beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires à garder avec vous, comme la peur, la nervosité, la jalousie et toutes ces autres choses. Alors, s'il vous plaît, venez et rejoignez Acharyaji.